maintenant je me suis fait agresser, il faut avancer, il faut pouvoir faire bouger les choses. Profil que c'était une personne qui ne devait pas être sur ce territoire. Donc il y a eu beaucoup, on va dire, de polémiques à mon sujet. Je pense que certaines féministes m'ont fait culpabiliser. Passé, c'est que le 11 novembre du coup 2023, il y a un an et un jour du coup, je rentrais de mes courses, il était environ 16h30 et en fait je me suis fait suivre par un homme dans la rue. Je me suis fait violer dans mon hall pendant 30 minutes et il a également essayé de me tuer. C'était un homme qui était sous le coup d'une OQTF, qui était centrafricain et au final, aujourd'hui il est en prison. Le procès n'a pas eu lieu, mais ça a été une grosse histoire parce que j'ai voulu en parler directement dans les médias. Au bout de 5-6 jours, je me suis un peu fait insulter aussi parce que je dénonçais justement ce sujet. C'était exactement le profil, que c'était une personne qui ne devait pas être sur ce territoire. Donc il y a eu beaucoup, on va dire, de polémiques à mon sujet. Mais au-delà de ça, je pense que ça a permis aussi de libérer une certaine parole. Totalement. Claire, depuis toute cette année, il s'est passé de nombreux drames, notamment celui de Philippine. Tu aurais pu être une Philippine. Dieu merci, tu es parmi nous et tu es avec nous malgré ce drame. Comment est-ce que tu as reçu cette nouvelle qui, une fois de plus, tu t'es rendue aussi à l'enterrement, en tout cas à la cérémonie à l'église à Versailles pour Philippine. Comment est-ce que tu as appris cette nouvelle ? Comment est-ce que tu avais reçu cette nouvelle ? Ça a été très compliqué parce que j'étais avec des amis un soir où en fait on apprend que justement le profil de l'agresseur de Philippine était également un homme sous OQTF et que en fait en plus elle a été tuée au Bois de Boulogne et en fait moi avant j'habitais dans le 16e arrondissement et j'allais courir tous les jours justement et je passais à l'endroit où Philippine est morte et en fait je me suis identifiée à elle malheureusement. Même si c'est des histoires totalement différentes, je me suis dit waouh, ça aurait pu être moi. Bien sûr. Ça aurait pu être moi et en fait même je l'écris justement dans ma lettre hier, c'est pourquoi en fait moi je suis encore en vie et que en fait toutes ces victimes comme Lola ou plein d'autres sont justement sont mortes malheureusement. Tu as une forme de, alors je sais pas si c'est le terme, mais de syndrome de l'imposteur, de ce qui t'est arrivé face à ce qui leur est arrivé. Un petit peu, après je me dis au final peut-être que c'était mon destin, peut-être que le destin en fait c'est que je dois prendre la parole et justement je pense que c'est un devoir aujourd'hui de prendre la parole pour ces femmes, pour ces victimes qui se font agresser, d'autant plus quand c'est des agressions de rue et des agressions faites par des personnes sous OQTF. J'écoutais justement aussi, c'était sur ton Instagram, c'est Marie-Estelle Dupont qui disait vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Ça, je trouve que c'est aussi intéressant de développer un peu là-dessus parce qu'évidemment, toi tu t'es fait connaître à travers cette affaire, mais j'imagine que pour toi, c'est une charge en fait d'être cette image-là. Qu'est-ce que ça te fait quand elle te dit ça, que vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait, c'est une possibilité peut-être de se libérer aussi un peu de ce poids? En fait, c'est très dur. Alors, de base, oui, on n'est pas ce qu'on nous a fait. Il faut essayer de se détacher et de se désidentifier d'une agression. D'autant plus que pour mon cas, c'est encore plus dur parce qu'on va dire que j'en parle tous les jours. J'ai créé mon association, je parle aussi de mon podcast. Je parle tout le temps de mon histoire. Mais il faut arriver à faire la part des choses. Et aujourd'hui, en fait, moi, pour le coup, pour mon cas personnel, j'essaie de me désidentifier, on va dire, et de porter un message beaucoup plus large pour toutes les victimes et de me dire, ok, bon, maintenant, je me suis fait agresser, il faut avancer, il faut pouvoir faire bouger les choses. Comment tu te sens un an après parce qu'on ne peut pas imaginer, de toute façon, tant qu'on ne l'a pas vécu. Comment tu te sens dans ton esprit, dans ta peau qu'est-ce que c'est aujourd'hui être une victime un an après ? C'est dur parce que c'est un gros chemin à parcourir. Je sens que, alors pour moi personnellement, je sens que j'ai fait énormément de progrès et d'efforts. Moi, j'ai pas voulu prendre de traitements médicamenteux, ce qui a été encore plus compliqué parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'en France, on donne beaucoup de traitements, comme j'en discutais avec Marie-Estelle Dupont dans mon podcast, parce qu'on ne veut pas écouter les gens et du coup, tout ce qui est antidépresseurs, anxiolytiques, en fait, les psychiatres les donnent à foison pour les victimes. Sauf que bon, du coup, ça a été assez long. Je suis passée par des phases de dépression fortes, par des envies aussi de suicide pendant un petit moment. J'ai quitté mon travail aussi. C'était quand même quelque chose de base. Je faisais quand même du conseil en finance. Je gagnais environ 4 000 € par mois à passer au chômage, à créer une association justement pour me dédier totalement à ces femmes. Et forcément, en fait, je me dis, ok, maintenant je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs et avec ce que je fais.
Mais en même temps, forcément, il y a tout cet aspect, on va dire, matériel, où ce petit confort où j'étais là, en fait, j'ai ma vie qui est un peu toute tracée, et en fait, elle prend un tournant à 27 ans, après avoir fait 6 ans d'études et une grosse école de commerce. Sur ce travail que tu avais avant en finance, ça n'avait plus de sens après ce qui t'est arrivé? Ou est-ce que déjà, tu te disais, il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que ça a été le point de rupture? Ça a été le point de rupture. Après... on va dire que j'ai toujours un peu cet attrait à vouloir porter, exactement, et porter des causes. Mais en fait, me retrouver derrière un Excel sur des sujets lambda, j'avais l'impression de servir à rien, on va dire. Contrairement à d'autres personnes qui, elles, je pense, le faisaient mieux que moi. Et en plus, ça, comme j'étais en burn-out, c'était un peu chronique. Enfin, c'était un cercle vicieux parce qu'au final, en fait, je me sentais nulle. Du coup, je culpabilisais. Et en même temps, mon travail culpabilisait aussi parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, en fait. Et du coup, je me suis dit, il va se sentir désarmé aussi. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, vraiment, il faut que je crée quelque chose. Je pense que, en fait, mon histoire a tellement résonné pour plein de personnes. J'ai vécu la chose. Il y a beaucoup de victimes. Je le vois. Les victimes ne sont pas du tout accompagnées. La justice est très lente. Et du coup, tout ça, je sens que je peux faire bouger les choses, en tout cas. Totalement. Tu en parles justement dans ton podcast. Souvent, d'ailleurs, j'appelle toutes les personnes qui nous écoutent à écouter Éclat de Femme, donc qui est sur toutes les plateformes. Moi, je l'écoute sur Spotify quand je viens au travail. Donc là, je l'ai pas écouté ce matin, mais parce que je pensais qu'on était lundi et qu'il n'était pas encore sorti. Mais j'aurais pu l'écouter du coup. J'invite tous les auditeurs à l'écouter. Moi, j'en ai pas manqué un depuis le début pour le coup. Notamment celui que tu as appelé Chloé, qui est une victime qui a préféré témoigner anonymement. Son témoignage m'a frappée, dégoûtée et mise en colère. J'en ai partagé un extrait sur les réseaux sociaux dernièrement, où elle passe donc devant la juge. Elle a décidé de pas du tout en parler à sa famille parce qu'elle a eu peur. Elle est issue d'un milieu assez catho, si je dis pas de bêtises. Et la juge lui disait presque de se remettre en question puisque c'était la deuxième fois qu'elle était victime de ce type d'acte. Donc la deuxième fois, c'était de la part de quelqu'un qui était issu de l'immigration, qui n'avait pas de papier, mais qui n'était pas forcément sous OQTF. Elle n'a pas reçu... Il n'était pas forcément sous OQTF, mais il travaillait quand même. Ouais. Il travaillait dans un bar et en fait, on l'a félicité de venir au procès parce que en fait, monsieur travaille et que en fait, c'est une personne qui essaye de s'intégrer, entre guillemets, mais en fait, la personne essaye de s'intégrer, mais elle viole quand même les femmes françaises. Enfin, ça n'a strictement aucun sens. Et il y a un autre élément, moi, qui m'a frappée, c'est que elle savait qu'il parlait très bien français, mais au procès, il a fait venir un traducteur ou une traductrice pour se victimiser dans sa position d'étranger et de montrer qu'en fait, il était complètement démuni. Comment, Jules, comment tu le perçois, cette victimisation et de se rendre encore plus en victime pour pardonner ce type d'acte, un viol sur une femme française? Après, sur ça, ils ont les codes, ils ont des avocats qui les aident. Les conseils, des associations les aident. S'il était, par exemple, il avait un titre de séjour, il a forcément un avocat qui l'a aidé pour l'avoir ou autre, donc qu'il a dû le conseiller s'il a fait des recours. Donc je pense que là, oui, c'est une stratégie mise en place. Après, je sais pas les tenants aboutissants de cette affaire, mais j'imagine que oui, c'est quelque chose qui est largement adopté, d'autant que si on a une justice qui est quand même bien politisée sur ces questions-là, oui, ça peut faire effet sur un magistrat d'extrême gauche. Toi, Comment est-ce que tu es entourée aujourd'hui au niveau peut-être psychologique, au niveau juridique? Comment tu te sens entourée? Alors de la part, on va dire, de l'État et de tout ce qui est mis en place pour les victimes, strictement rien. Nous, on a dû, avec mes parents, payer un avocat qui est quand même, on va dire, assez cher, mais parce qu'on voulait avoir un bon avocat justement pour nous défendre, même si je ne contredis pas les avocats commis d'office, il y en a et qui sont très très bien aussi. Mais en fait, on ne sait jamais sur qui vraiment on va tomber. Par exemple, justement, dans le podcast, Chloé, elle est tombée sur une avocate commis d'office qui ne l'a même pas, prévenue du procès. Elle l'a vraiment 12 heures à l'avance. Donc, c'est juste scandaleux. Donc, d'un point de vue juridique, on va dire que je suis soutenue, mais encore une fois à mes frais. Et d'un point de vue psychologique, c'est exactement la même chose. En fait, on n'a rien de mis en place pour les victimes, à part peut-être une psychologue de la police qui peut nous écouter une fois par mois. Et encore, en fait, il y a tellement de victimes qu'au final, elle est surbookée. Donc tout ça, c'est beaucoup de frais engendrés. Et ça, c'est un gros manque d'ailleurs dans l'univers, on va dire, de la droite. C'est-à-dire que c'est le milieu associatif et le milieu justement de défense des victimes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour les associations
seraient contre l'immigration, c'est pas possible en fait, elles se font souvent dissoudre. Par contre, faire une association d'aide aux victimes, c'est une façon aussi justement d'être critique de l'immigration et en même temps d'être au soutien de personnes qui ont vécu des choses terribles et qui se retrouvent bien souvent seules, que ce soit même dans des milieux. Par exemple, si on prend un milieu, quelqu'un qui vient d'un milieu de gauche, ce serait super compliqué d'en parler. Là, à ce moment-là, s'il n'y a pas une association qui vient derrière, il n'y a personne. Totalement, et puis c'est des personnes qui se sentent quand même relativement seules. Mais dans ce podcast-là, ce que je trouve génial, c'est que tu permets à des femmes de prendre la parole sur différents sujets, que ce soit aussi des violences psychologiques, des violences physiques. Je pense notamment à cette femme qui a eu des violences psychologiques de la part de sa maman, et qui expliquait aussi qu'en fait, il y a ce point de vue de la victime où on est presque coupable de ce qui nous est arrivé aussi. Est-ce que toi, tu t'es à un moment senti coupable de ce qui s'était passé? Est-ce que tu t'es remise en question? Souvent, on entend ce propos qui est d'ailleurs insupportable à entendre. Oui, mais regarde, elle est habillée comme ça. Oui, mais regarde, elle avait eu ce regard. Est-ce que tu t'es sentie coupable de ce qui était arrivé, Claire? Moi, je me suis sentie coupable du fait que j'avais un manteau court et que en fait, j'avais un pantalon. Et je me suis dit, ah tiens, si j'avais mis un manteau long, peut-être que cet homme-là ne m'aurait pas suivi. Mais bon, au final, en fait, la victime, Mathilde, qui s'est fait agresser 1 heure avant moi, elle avait un manteau long. Et justement, par exemple, aujourd'hui, c'est une des choses qui l'angoisse le plus de reporter des manteaux longs parce qu'on arrive en plein milieu de la période. Donc je pense, en fait, l'habit ne va pas susciter une agression. Si une personne vous a choisi en tant que victime, elle le fera jusqu'au bout si elle est totalement déterminée. Mais ouais. Enfin, c'est juste. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que, j'imagine c'est un peu bateau, mais tu vas me répondre oui, je pense. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en fait, tu mets des choses en place que tu mettais pas en place avant? C'est-à-dire que est-ce qu'avant, t'avais, je sais pas du tout, mais une certaine forme d'insouciance vis-à-vis de l'insécurité en France, où tu mettais déjà des choses en place avant que ça t'arrive ça? J'avais déjà quelques petits rituels, etc., où je partageais peut-être ma localisation avec 2-3 amis, mais là, c'est vraiment un rituel complet où, en fait, dès que je sors de chez moi, je regarde à droite, à gauche. Dès que je rentre, c'est exactement la même chose. Je suis obligée de faire le tour de la rue. S'il y a un homme qui me fait un peu peur dans la rue, qui est habillé un peu d'une façon, ou je sais pas, qui a une démarche un peu bizarre, qui me regarde insistement, en fait, je vais faire le tour de mon quartier. Enfin, c'est plein de choses comme ça où j'appelle des amis dès que je rentre de chez moi. Il y a également le métro que je ne peux plus prendre. Donc, c'est encore une fois, ça, c'est d'autres frais qui sont engendrés parce que même un Uber aujourd'hui, je ne peux pas le prendre parce que je n'ai pas confiance. Donc, je suis obligée de prendre des G7 tout le temps et en fait, c'est un budget. C'est ça. Mais un autre point aussi de culpabilité, c'est que je pense que certaines féministes m'ont fait culpabiliser, dont des féministes de gauche où en fait, on m'a dit tiens, tu parles du mauvais profil de l'agresseur, etc. Et du coup j'étais en fait j'aurais peut-être pas dû dire que c'était un homme qui était sous OQTF, peut-être que j'aurais juste dû dire tiens, en fait je me suis fait juste agresser dans mon hall d'entrée. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même assez déçue, qu'il y a des féministes qui prônent la sororité alors qu'au final ça n'existe pas, j'ai l'impression. Tu t'es dit à un moment que peut-être que tu avais eu tort de dire le profil et qu'effectivement ça n'avait rien à voir, ou est-ce que tu t'étais ancrée dans cette idée-là, et c'est même pas qu'une idée, dans cette réalité-là, de dire non, peut-être que ça les dérange, mais c'est la réalité, on a un problème avec l'immigration en France et avec cette insécurité qui est liée à l'immigration? Non, j'ai jamais douté. Je pense que dans tous les cas il y a des idées qui ne plaisent pas à certaines personnes. Mais en soi, c'est que des faits. C'est que des faits ce que j'ai dit. Donc non, pas du tout. Et ce qui est intéressant là maintenant, c'est 1 an après, où est-ce qu'on en est de la prise de conscience vis-à-vis du rôle et du lien entre l'immigration et l'insécurité des femmes? Est-ce que tu évalues, comment est-ce que tu évalues le changement rien que sur cette année? Parce que mine de rien, toi, tu as fait partie aussi du fait de faire avancer cette prise de conscience. Totalement. Il y a d'autres affaires symboliques qui ont été prises en conscience, et il y a toute une génération, une jeunesse de jeunes femmes qui même parfois sont pas politisées, mais qui en fait sont tout à fait ouverts à entendre l'idée que oui, en fait, il y a quand même un lien entre l'immigration. Où est-ce que tu évalues cette prise de conscience aujourd'hui? Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience, en tout cas depuis 1 an. On a pu le voir avec Philippine pendant l'hommage, où c'était un hommage quand même qui était assez pacifique, contrairement à celui de Lola, où justement on traitait les personnes qui avaient fait cet hommage d'extrême droite, etc., d'instrumentaliser l'histoire. Qui avait été organisé par l'Institut pour la justice. Exactement. Mais non, je pense qu'il y a des consciences qui sont en train de se réveiller, et de toute façon on le voit par les chiffres. Moi je dirais que c'est même majoritaire. Moi je dirais que en fait, il y a une majorité de femmes qui en a conscience. Alors aujourd'hui, après, dans le vote politique, ça se retranscrit pas forcément toujours, mais je dirais que
en dehors des grandes villes françaises, là où il y a déjà beaucoup de femmes qui sont d'accord pour le dire, mais il y a une majorité de femmes, en fait, si on leur avance ces arguments-là, elles pourront pas dire il n'y a pas de lien. Alors, moi, je pense quand même que... Alors, il y a une avancée qui n'est pas négligeable. En revanche, ça reste quand même la grosse langue de bois sur ce sujet-là, parce que ça fait peur de l'assumer. Parce qu'on est dans un petit milieu. Privé. Je parle vraiment... si je pose la question, oui, devant une table de personnes, les gens vont hésiter. En privé, je pense que de manière... si on aborde la chose très simplement, une grande majorité de femmes aujourd'hui est capable de le dire. Franchement, moi je suis pas forcément d'accord avec toi, Julie. Je l'espère et j'aimerais que ça soit le cas. Mais quand je le vois même au sein de ma famille, j'ai eu une discussion, pour la petite l'anecdote, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste des services privés, mais j'ai eu une discussion avec ma belle-sœur et c'est presque allé pas au clash, pas du tout au clash, mais à une discussion qui était très très frontale parce que je n'étais absolument pas d'accord avec elle et elle me disait qu'il n'y avait absolument aucun lien entre immigration et insécurité en France. Donc elle a une trentaine d'années. Alors là, ce qui est marrant, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle a déménagé en Irlande avec mon grand frère. Mais pareil, elle ne subit pas. Mais en fait, beaucoup de femmes qui sont comme ça à dire non, il n'y a aucun lien. Ça reste les hommes. C'est vraiment d'englober l'insécurité des hommes. Les hommes sont les coupables et non pas les hommes issus de l'immigration. Alors effectivement, il y a des hommes qui sont blancs, qui sont, on l'a vu notamment avec le procès Mazin qui a lieu et encore plein d'autres. Mais là, on parle des agressions de rue. Oui, mais sur ce la n'est pas question le des cas. agressions de rue. Franchement, moi, j'y crois pas. Il y a peu de femmes, en fait, on peut démontrer facilement que nos agressions de rue, bah oui, c'est pas majoritairement les groupes de blancs qui agressent dans la rue. Enfin, c'est simple. Oui, mais elles te diront que ça n'est pas le cas et que c'est à cause du fait que ce soit des hommes et non pas que ce soit des gens issus de l'immigration. Mais parce que c'est mal vu. C'est mal vu de penser comme ça. C'est un déni, c'est vraiment un déni. Après, moi, je voudrais faire vraiment... moi, j'ai quand même l'impression, c'est intéressant ce débat, mais moi, j'ai quand même l'impression depuis... je dirais 5 ans que ça ce évolue, débat en fait en privé, mais moi je parle vraiment du privé en dehors, je dis pas la discussion où c'est ouvert on va être jugé, en privé si on aborde la chose très simplement, en fait même si elle va pas à fond, mais aujourd'hui elles font forcément des concessions, elles font forcément des concessions sur ce sujet là, elles diront oui sur ce sujet là c'est vrai que quand même les choses ont changé sur ça. Ça évolue, mais je trouve que ça évolue bien plus doucement que ça ne devrait, mais c'est comme bien d'autres sujets. Là où je trouve que effectivement en fait c'est tellement clair qu'on ne voit que ça. Enfin, je veux dire, comment on ne peut pas l'accepter ? Je dis pas qu'il faut blâmer toutes les personnes issues de l'immigration, je dis pas qu'il faut que tout le monde sorte de la France. Je dis juste qu'il faut voir les choses comme elles sont, et ça, bien trop de jeunes femmes, et enfin, je pense effectivement que, comme tu dis Jules, peut-être dans le privé ça avance plus rapidement, mais dans le public, aujourd'hui, les femmes se rendent encore coupables. Non, mais dans le public, les gens ont peur de dire qu'ils sont de droite, donc toujours on n'en est pas là. Oui, c'est de la fou. prise de parole. Enfin, moi, je vois très bien avec l'association que j'ai envie de créer. Elle n'est pas forcément politique non plus, mais je vois qu'il y a certaines portes qui se ferment énormément. Et même dans le podcast, je vois qu'il y a des invités qui sont réticentes, alors qu'elles sont de gauche, alors que pourtant, le but du podcast, c'est aussi de converger et de diverger toutes les idées entre certaines femmes. Et ça, je trouve ça dommage. C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les féministes de gauche ne veulent pas du tout discuter et mettre vraiment un mur pour ne pas confronter les idées. Et ça, je trouve ça dommage. Aujourd'hui, quels sont tes projets ? Donc, tu as lancé Éclat de femmes. Mais pour rappeler, j'aime bien rappeler à chaque fois à nos auditeurs tes projets, parce que c'est la deuxième fois que tu viens ? Troisième fois ? Deuxième fois sur la matinale, en tout cas. Donc, Éclat de femmes est lancé. Là, on est à combien ? On est à 10. Non, pas 10. On est environ à 7 épisodes. Là, j'ai sorti un épisode un peu spécial hier, que j'ai tourné chez moi, donc qui n'est pas non plus hyper quali. Mais on a essayé de faire avec les moyens du bord, justement pour montrer un petit peu ma reconstruction. Donc c'est un épisode qui est assez court, mais... c'est vraiment quelque chose de face caméra, où c'est quelque chose au moins où on peut apprendre à plus me connaître au-delà de tous les plateaux télé que je peux faire, ou que je parle que de mon agression aussi. Donc voilà, donc il y a ce podcast, il y a aussi après l'association où en fait on va aider des victimes d'un point de vue financier sur tout ce qui est aspect juridique, psychologique, administratif. Et on va également faire des cours de self-défense pour toutes les femmes. Donc on organise notre premier atelier le 15 décembre. Donc je garde la date. Sur les réseaux sociaux, on va bientôt communiquer dessus. Ça, je vais essayer. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir avoir confiance en soi et en son corps pour pouvoir un peu se défendre, parce que j'ai l'impression que c'est pas fini d'arriver en tout cas. Non, je pense que c'est pas terminé. Et dernier projet que tu as en stock, c'est ton livre. Tu en parles un petit peu de temps en temps. Exactement. C'est encore en progrès, mais du coup je sors bientôt un livre en effet qui sera milieu de l'année prochaine. Trop bien. Et ben on a hâte de voir tous ces projets. Tu viendras de toute façon nous en parler, Claire.